Son fils refusait de prendre le bus scolaire et a commencé à se comporter étrangement chaque fois qu'il devait aller à l'école. Un jour, la mère en a eu assez et a décidé de le suivre en secret, et ce qu'elle a découvert a complètement brisé son monde. Emma Wilson était dans sa cuisine un lundi matin, préparant le petit déjeuner pour sa famille. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux blancs en dentelle, projetant une lumière chaude sur la table en chêne. L'arôme réconfortant du café fraîchement moulu se mêlait à l'odeur des toasts beurrés alors qu'elle se déplaçait avec aisance entre le grille-pain et le réfrigérateur. Sa routine matinale, qui était habituellement un début de journée tranquille, lui semblait un peu désorganisée en regardant son fils. Tyler, 6 ans, était affalé sur sa chaise, son short kaki froissé, et son regard habituellement vif, baissé. Son bol de céréales restait intact. Le lait imbibait lentement les céréales colorées, les transformant en une masse pâteuse. Emma remarqua que ses petits doigts jouaient nerveusement avec le bord de son set de table, une habitude qu'il avait prise ces dernières semaines. « Tu n'as pas faim ce matin, mon chéri ?» demanda Emma, essayant de garder sa voix calme malgré son inquiétude croissante. Tyler repoussa le bol avec une telle lenteur qu'Emma ne put ignorer le geste. « Je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui, » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du doux bourdonnement du réfrigérateur. Emma sentit une pointe d'inquiétude qui lui était déjà familière. C'était en train de devenir une habitude, la réticence, le manque d'appétit, les cernes sous ses yeux normalement vifs. Le plus préoccupant étaient les cauchemars qui le réveillaient en hurlant 3 nuits cette semaine, et l'énurésie qui était mystérieusement réapparue après près de 2 ans de résolution. Elle s'accroupit à côté de la chaise de Tyler, se mettant à sa hauteur, le visage marqué par l'inquiétude maternelle. La lumière du matin accentuait les rides d'inquiétude qui avaient commencé à se former autour de ses yeux, des rides qui n'étaient pas là il y a un mois à peine. « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emma doucement, posant sa main sur sa petite épaule. « Tu aimes l'école. Est-ce que quelqu'un te maltraite? Les cours sont-ils trop difficiles ?» Tyler haussa les épaules avec indifférence tout en évitant son regard. Les yeux fixés sur la table. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-il, grattant une égratignure sur la table en bois. Sa voix était si basse qu'Emma dut se pencher pour l'entendre par-dessus le bruit ambiant de la cuisine. David Wilson baissa son journal avec un bruissement et regarda sa montre avant de boire une dernière gorgée de café. Sa chemise impeccable et boutonnée et sa cravate soigneusement nouée contrastaient avec l'ambiance décontractée du petit déjeuner. « On a déjà eu cette conversation, Emma, » dit-il avec un soupir à peine dissimulé. Ce sont juste des difficultés d'adaptation à sa nouvelle maîtresse. Il plia son journal d'un geste précis, le glissant sous son bras. Madame Peterson est peut-être stricte, mais elle est bonne, disent tous les parents. Emma se redressa, passant une main dans ses cheveux. Et les cauchemars? L'énurésie? Cela a commencé il y a 3 semaines, juste après. David l'interrompit d'un geste dédaigneux en cherchant sa mallette posée sur le comptoir. Tous les enfants passent par des phases. Tu te souviens comme il avait peur du noir l'année dernière? On lui a acheté cette veilleuse et en une semaine, il allait bien. La fermeté de son ton suggérait que la conversation était terminée avant même d'avoir commencé. Emma serra les lèvres, retenant les mots qu'elle voulait dire. Cela semblait différent. La peur du noir avait un sens. Beaucoup d'enfants passaient par là. Mais ce retrait progressif, cette peur croissante de l'école, lui semblait anormal, comme un signal d'alarme qu'elle ne pouvait ignorer. Tyler s'excusa en silence, se glissant hors de sa chaise sans son énergie matinale habituelle. Emma le regarda traîner dans le couloir vers sa chambre, les épaules tombantes, comme s'il portait un poids invisible. La lumière du matin projetait de longues ombres derrière lui alors qu'il disparaissait dans sa chambre pour chercher son sac à dos. Et Emma ne pouvait se débarrasser de la sensation que ces ombres semblaient s'accrocher à lui d'une manière qui l'angoissait. Elle resta à la porte, observant le couloir vide longtemps après le départ de Tyler, son instinct maternel lui criant que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait simplement pas encore identifier quoi. Emma accompagna Tyler jusqu'à l'arrêt de bus. Son souffle formait de petits nuages dans l'air frais du matin. Le ciel était d'un bleu clair et lumineux qui contrastait fortement avec l'anxiété que son fils irradiait. D'autres parents et enfants se rassemblaient au coin de la rue. Leur joyeuse discussion matinale créait un fond qui ne faisait qu'accentuer le silence inhabituel de Tyler. Emma baissa les yeux et remarqua que les mains de Tyler tremblaient alors qu'il serrait sa boîte à lunch rouge. Son visage était anormalement pâle,
ce qui faisait ressortir nettement ses taches de rousseur sur sa peau. Son front était sillonné de rides d'inquiétude qui semblaient grotesquement déplacées sur le visage d'un enfant de 6 ans. Emma sentit son anxiété monter. « Tu as froid, mon chéri ?» demanda-t-elle, bien qu'elle sût que la matinée d'automne n'était pas assez froide pour le faire autant trembler. Tyler secoua la tête, sans lever les yeux, le regard fixé sur le trottoir. Ses jointures étaient blanches autour de l'anse de sa boîte à lunch. Le rugissement familier d'un moteur qui approchait attira l'attention d'Emma vers la rue. Le bus scolaire jaune tourna au coin de la rue. Sa couleur vive contrastait joyeusement avec les arbres d'automne dénudés qui bordaient la rue. Les freins hydrauliques sifflèrent bruyamment lorsque le véhicule s'arrêta devant les familles qui attendaient. Emma sentit tout le corps de Tyler se crisper à ses côtés. Soudain, ses mains la saisirent avec une force surprenante, elle sentit la paume moite contre sa peau. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement mécanique, révélant M. Buford, le chauffeur de bus. C'était un homme corpulent au crâne chauve qui brillait sous les lumières intérieures du bus. Sa chemise d'uniforme bleu couvrait sa large poitrine et il portait une plaque nominative accrochée à sa poche. « Bonjour, les garçons et les filles !» cria Buford, sa voix retentissante dans le calme du matin. Son visage rond s'illumina d'un large sourire en saluant les enfants. Son apparence était l'image même d'un gentil chauffeur de bus de quartier. Un son aigu s'échappa de la gorge de Tyler, sursautant Emma. Elle baissa les yeux juste au moment où son fils éclata en sanglots hystériques. Son visage rougit instantanément. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il s'éloignait de la porte du bus. « Je ne veux pas y aller. »« S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne me force pas. » cria Tyler, sa voix brisée par la panique. Il se dégagea d'Emma avec une telle force qu'elle le lâcha momentanément. Il courut vers le bus, mais s'arrêta sur les marches, s'accrochant à la rampe métallique de l'entrée. Son langage corporel était un mélange confus d'évitement et d'obéissance. Les autres parents se tournèrent pour le regarder, et leurs conversations furent brusquement interrompues. Emma capta plusieurs regards échangés, certains compatissants, d'autres clairement critiques. Une rougeur de honte lui monta à la nuque alors qu'elle courait à côté de Tyler. Emma s'agenouilla à côté de Tyler et lui posa doucement les mains sur les épaules. « Tyler, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. « Tu dois aller à l'école. Tous tes amis t'attendent à l'intérieur. » Elle lui sécha les larmes sur les joues avec son pouce, pleinement consciente de l'audience qu'ils avaient attirée. M. Buford se pencha en avant sur son siège, occupant de sa silhouette imposante le siège du conducteur. Son expression était compréhensive, presque experte en la matière. « Cela arrive parfois, dit-il naturellement, le trac du CP, je crois que je sais exactement ce que c'est. » Il mit la main dans la poche de sa chemise. Il en sortit 2 bonbons aux emballages brillants et les tendit sur sa paume. « Des bonbons spéciaux pour les enfants courageux qui voyagent dans mon bus, et un aussi pour maman pour sa patience. » Buford offrit un bonbon à Tyler, dont les pleurs se réduisirent à des sanglots saccadés en voyant l'emballage coloré. La voix du chauffeur de bus se fit plus douce. « Je les garde pour des situations comme celle-ci, » expliqua-t-il à Emma avec un clin d'œil complice. « Ça marche toujours. » Tyler hésita. Puis il prit lentement le bonbon, évitant soigneusement le contact de ses petits doigts avec la grande main de Buford. Ses sanglots se calmèrent, se transformant en hoquets occasionnels alors qu'il regardait l'emballage brillant. « Et si tu montes dans le bus maintenant, continua Buford de la même voix douce, je t'en aurai un autre qui t'attendra après l'école. Qu'en dis-tu, mon ami ?» Emma observa la résistance de Tyler s'évanouir visiblement, toute son attention étant concentrée sur le bonbon qu'il tenait dans sa main. Le changement abrupt dans son attitude était presque déconcertant, de la terreur à une acceptation hésitante en quelques secondes. Emma ressentit un grand soulagement en acceptant le bonbon offert avec un sourire reconnaissant. « Merci, monsieur Buford. »« C'est très gentil, » dit-elle, rangeant le bonbon dans la poche de sa veste. « S'il vous plaît, appelez-moi Buford, » répondit-il avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas ses yeux. « Ça fait 20 ans que je conduis sur cette ligne. Je sais comment m'occuper des petits. » Quelque chose dans son ton, peut-être la naturalité pratiquée, peut-être la familiarité, mit Emma mal à l'aise, mais elle écarta cette sensation, l'attribuant à la gratitude pour son intervention dans ce qui aurait pu être une matinée beaucoup plus difficile. Tyler monta à contre-cœur les marches du bus,
jetant un dernier regard à Emma. Ses yeux étaient encore rougis, avec un mélange de résignation et d'autres choses qu'Emma ne put identifier. Les portes se refermèrent avec un sifflement définitif, et Emma leva la main pour le rassurer tandis que le bus s'éloignait. Elle resta là, observant jusqu'à ce que le véhicule jaune vif disparaisse au coin de la rue, se mêlant au trafic matinal. Le bonbon lui pesait étrangement dans la poche, tandis qu'une sensation inconfortable s'installait dans son estomac, une sensation qu'elle tenta d'ignorer comme la honte persistante de l'effondrement public de Tyler. Emma resta immobile longtemps après le départ des autres parents, regardant la rue maintenant vide, comme si elle pouvait lui offrir des réponses aux questions qui lui tourmentaient l'esprit. Le poids des bonbons dans sa poche semblait disproportionné par rapport à leur taille réelle, une manifestation physique de son malaise croissant. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas articuler quoi, même pour elle-même. Un mouvement du coin de l'œil attira son attention. Melissa Sanchez se tenait toujours au coin de la rue, les yeux fixés sur le point lointain où le bus avait disparu. Contrairement aux autres parents qui s'étaient rapidement dispersés vers leur routine quotidienne, Melissa semblait absorbée par le moment, l'expression soucieuse. Emma hésita, mais s'approcha ensuite de la femme avec prudence. Elles avaient échangé des plaisanteries lors d'événements scolaires et de réunions de l'association des parents et maîtres, mais n'avaient jamais eu de conversation substantielle. Melissa était toujours impeccablement vêtue, mais aujourd'hui, Emma remarqua de petits détails qui semblaient déplacés, une boucle d'oreille manquante, une tache de café sur sa blouse par ailleurs immaculée, des cernes partiellement dissimulées par l'anti-cerne. « Tout va bien ?» demanda Emma, sortant Melissa de sa rêverie. Melissa se tourna, momentanément confuse, avant de forcer un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ah, Emma, n'est-ce pas ? Je pensais juste, dit-elle, changeant de poids d'un pied à l'autre. Elle regarda sa montre, un geste automatique qui ressemblait plus à une habitude qu'à une nécessité. « Ton fils Oscar est dans la classe de Tyler, n'est-ce pas ?» osa Emma, essayant de se souvenir du garçon brun et calme qu'elle avait vu lors des événements scolaires. Melissa hocha la tête, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Oui, ils sont assis à la même table. Madame Peterson a mentionné qu'ils travaillent bien ensemble sur les projets artistiques. » Elle regarda à nouveau sa montre, se préparant clairement à clore la conversation. Emma prit une profonde inspiration, décidée à prendre le risque. « Est-ce qu'Oscar s'est comporté différemment dernièrement ?» demanda-t-elle d'un ton désinvolte, bien que son cœur battît plus vite à cause de sa propre audace. L'effet fut immédiat. Le sourire forcé de Melissa s'évanouit, remplacé par une expression d'inquiétude si profonde qu'Emma recula presque d'un pas. « Il est très silencieux ces derniers temps, » admit Melissa, baissant la voix à peine plus qu'un murmure. Il était un vrai moulin à paroles. Nous plaisantions en disant que nous n'arrivions pas à le faire taire pendant le dîner, mais maintenant, il parle à peine, il ne fait que pousser sa nourriture. Elle soupira profondément, apparemment soulagée d'enfin exprimer ses inquiétudes. Et ses notes baissent. Sa maîtresse m'a appelé hier pour me le dire. Il a toujours été bon en maths, mais maintenant, sa voix s'éteignit, elle secoua la tête. Emma sentit un frisson malgré la chaleur matinale. Les similitudes avec le comportement de Tyler étaient trop frappantes pour être ignorées, le retrait, le changement dans ses performances scolaires, l'anxiété. Lui, Emma hésita, formulant sa question suivante avec soin. Est-ce qu'il dit parfois qu'il ne veut pas aller à l'école ou fait des cauchemars ? Melissa écarquilla un peu les yeux. Les deux, en fait. Il fait des cauchemars. Il se réveille en pleurant et le faire monter dans le bus devient une bataille quotidienne. Elle fit une pause, observant le visage d'Emma. Pourquoi ? Tyler traverse-t-il quelque chose de similaire ? Emma lui offrit un sourire rassurant qu'elle ne ressentait pas entièrement. Ce ne sont que des enfants qui grandissent. Tyler fait aussi des crises pour l'école. Je pense qu'ils passent tous par ces phases, dit-elle, essayant de se convaincre autant que Melissa. L'explication lui sembla creuse, même en la prononçant, mais elle ne savait que dire d'autre. Melissa hocha rapidement la tête, apparemment soulagée par la simple explication. « Tu as probablement raison, je me fais trop de soucis. Mon mari dit que je m'inquiète trop, dit-elle avec un rire autodérisoire qui n'avait rien d'amusant. Il pense que je suis paranoïaque, mais les mères savent quand quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ? Emma hocha la tête, et une compréhension silencieuse se transmit entre elles. Melissa regarda sa montre une dernière fois, cette fois avec une réelle inquiétude. Je devrais y aller. J'ai une réunion dans 20 minutes.
Merci d'avoir discuté, Emma. Je suis contente de savoir que je ne suis pas la seule avec ce problème. De rien, répondit Emma. Peut-être pourrions-nous réunir les enfants pour jouer un peu. Cela pourrait leur être utile à tous les deux. J'aimerais bien, dit Mélissa avec un sourire sincère, le premier de leur conversation. Elle tendit son téléphone à Emma et elles échangèrent rapidement leur numéro avant de se séparer. Alors qu'Emma rentrait chez elle, son esprit tournait sans cesse autour de la coïncidence, deux garçons sur la même ligne de bus, dans la même classe, tous deux avec une peur soudaine de l'école, tous deux avec des cauchemars et des comportements régressifs, et tous deux arrivant mystérieusement en retard en classe, selon ce que Mélissa avait mentionné concernant l'appel de la maîtresse. Emma tenta d'écarter les liens en s'approchant de la porte d'entrée, insérant la clé dans la serrure avec peut-être plus de force que nécessaire. Les coïncidences se produisaient souvent, surtout avec des enfants du même âge, traversant des étapes de développement similaires. Mais le poids du bonbon dans sa poche semblait plus important qu'avant, un petit mais insistant rappel que parfois ce qui ressemble à une coïncidence est en réalité un schéma qui ne demandait qu'à être reconnu. Emma rentra chez elle et trouva David en train de se préparer à partir travailler. Les clés de la voiture cliquetaient dans sa main tandis qu'il fouillait ses poches à la recherche de son portefeuille et de son téléphone. La normalité de la scène, son mari accomplissant sa routine quotidienne, contrastait avec l'inquiétude qui la tourmentait. Elle leva le bonbon que Buford lui avait donné. L'emballage brillant se reflétait dans la lumière de la cuisine. Tyler a eu une autre crise à l'arrêt de bus, dit-elle, s'appuyant sur le comptoir de la cuisine. Elle ne réalisa qu'elle en avait besoin qu'à ce moment-là. David haussa un sourcil, interrompant sa routine matinale. Encore ? C'est la 3e fois cette semaine, soupira Teil, passant une main dans ses cheveux bien coiffés. Qu'est-ce que c'était cette fois ? Comme avant, il pleurait, suppliant de ne pas monter dans le bus. Emma posa le bonbon sur le comptoir, observant David le ramasser, le faisant tourner avec une certaine curiosité. « Buford t'a donné ça ?» demanda David, examinant l'emballage. Un sourire se dessina sur son visage, adoucissant ses traits. Le bon vieux Buford, il conduisait sur cette ligne quand nous étions enfants, tu te souviens ? C'est pratiquement une institution du quartier. Tout le monde le connaît. Il jeta les bonbons sur le comptoir avec indifférence. Emma regarda le petit bonbon emballé rebondir une fois avant de se poser sur la surface en granit. « Tu l'as déjà rencontré ? » demanda-t-elle avec prudence. « Non, je ne sais pas, Odé, David rit, secouant la tête. Buford, pas du tout. C'est l'un de ces chauffeurs de bus de longue date. Un type simple, parfois, après avoir terminé la ligne, il nous laissait nous asseoir au volant pour nous montrer comment fonctionnaient les portes. Il prit sa tasse thermos et but une dernière gorgée avant de refermer le couvercle. « Pourquoi as-tu dit quelque chose ?» Emma hésita, ne sachant comment exprimer sa vague inquiétude. Au lieu de cela, elle changea légèrement de sujet. « Madame Peterson a appelé hier. Tyler est encore arrivé en retard. C'est la 4e fois ce mois-ci. » David haussa les épaules et prit les clés sur le crochet près de la porte. Il perdait probablement son temps. « Tu sais comme il est distrait, » répondit-il, regardant sa montre. Il voit un caillou sympa, et tout le reste disparaît de son esprit. Mais les cauchemars, David, insista Emma, le suivant vers la porte. L'énurésie, et je viens de parler à Mélissa Sanchez à l'arrêt de bus. Son fils Oscar a aussi des problèmes. Il est très réservé et ses notes baissent. Les deux garçons voyagent dans le même bus et sont tous deux arrivés en retard en classe plusieurs fois ce mois-ci. David soupira, se tournant vers elle avec une expression mêlant impatience et condescendance. Tu vois ? Ce n'est que l'âge. Il n'est pas le seul à traverser ça. Le CP est une étape d'adaptation pour tout le monde, dit-il avec dédain. Les enfants passent par des phases. Tu te souviens comme tu étais anxieuse pour tout quand tu étais petite ? Ta maman m'a tout raconté. Tu transfères tes propres anxiétés d'enfant sur notre fils. Emma sentit ses joues rougir de colère et de honte. Il ne s'agit pas de moi, insista-t-elle, élevant un peu la voix. Il s'agit de Tyler et de quelque chose qui ne va clairement pas. Les enfants de 6 ans ne commencent pas à avoir des terreurs nocturnes de nulle part. Ils ne refont pas pipi au lit sans raison. Alors, que suggères-tu ? La défia David avec une frustration évidente. Que l'école le traumatise,
que sa maîtresse, qui a d'excellentes recommandations, terrorise secrètement les enfants? Ou peut-être est-ce la nourriture de la cantine? Je ne sais pas ce que c'est, s'exclama Emma, portant les mains à sa tête. Mais une mère sait quand quelque chose ne va pas avec son enfant et quelque chose ne va définitivement pas avec Tyler. David regarda à nouveau sa montre, cette fois avec plus d'attention. Tu le traites comme un bébé. Il faut qu'il grandisse un jour, Emma. Le CP apporte des attentes, des devoirs, le fait de rester immobile et de suivre des instructions. Tous les enfants ne s'adaptent pas au même rythme. Les enfants de CP ne devraient pas avoir de pression qui leur cause des cauchemars, répliqua Emma, élevant la voix sous l'effet de la frustration. Et cela ne peut pas être une coïncidence qu'Oscar ait aussi des problèmes. Les deux garçons du même bus. S'il y a des problèmes à l'école, nous devons les aborder, ne pas les ignorer, parce que c'est inconfortable de les reconnaître. David serra la mâchoire en regardant sa montre pour la 3e fois. Je suis en retard. On en parlera ce soir, dit-il d'un ton qui indiquait clairement que la conversation était terminée. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue, un geste automatique et superficiel, avant de partir. Le bruit de sa voiture démarrant et s'éloignant laissa Emma plonger dans un silence qui sembla amplifier ses pensées au lieu de les calmer. Elle erra dans la cuisine, l'esprit tournant à 1000 à l'heure. Le dédain de David la blessa, mais renforça aussi sa détermination. S'il ne prenait pas au sérieux le comportement de Tyler, elle devrait faire confiance à son instinct. Le bonbon sur le comptoir attira de nouveau son attention et elle s'arrêta pour le ramasser. Pourquoi un chauffeur de bus apporterait-il des bonbons aux enfants? Dans des situations comme celle-ci, à quelle fréquence cela arrivait-il? Combien d'enfants avaient des crises dans le bus de Buford? Le bonbon ne semblait plus un geste aimable, mais quelque chose de plus calculé, un outil peut-être. Emma faisait tourner le petit bonbon dans sa main, reliant mentalement des points qu'elle n'avait pas vus auparavant, les retards à l'école que Tyler et Oscar avaient tous deux connus, les cauchemars, la peur soudaine de l'école. Non, pas l'école, comprit-elle avec une clarté croissante. La peur n'était pas l'école elle-même, mais le chemin pour s'y rendre. Quelque chose n'allait pas, et Emma était déterminée à savoir quoi. Emma décida d'agir, prenant son sac et les clés de sa voiture. Elle ne pouvait plus ignorer ses instincts. Quelque chose n'allait pas et elle avait besoin de réponses. Le trajet jusqu'à l'école primaire de Westfield ne lui prit que 10 minutes. La route habituelle passait par des parquets de petits commerces de quartier. Elle répéta ce qu'elle dirait au directeur, essayant de paraître préoccupée, mais non accusatrice. Ses mains serraient le volant avec force, les jointures blanches, tandis qu'elle analysait mentalement les détails confus du comportement de Tyler, les bonbons du chauffeur de bus et sa conversation avec Melissa. Cette fois, elle ne serait pas renvoyée ni traitée avec condescendance. Le bien-être de son fils était en jeu. La secrétaire de l'école leva les yeux quand Emma entra dans le bureau principal. L'odeur de désinfectant et de matériel d'art enfantin flottait dans l'air. « Je voudrais voir le directeur Martinez pour mon fils, Tyler Wilson, » dit Emma, jouant avec la sangle de son sac. La secrétaire hocha la tête et passa un appel rapide. Puis elle conduisit Emma dans le couloir jusqu'à une porte où le mot « directeur » était écrit en lettres noires sur un verre dépoli. Les murs du couloir étaient couverts d'œuvres d'art et de certificats de réussite des élèves, des rappels joyeux de l'environnement normal et sain que l'école était censée offrir. Cette normalité fit qu'Emma douta d'elle-même un instant. Exagérait-elle un comportement infantile typique? La directrice Martinez se leva de derrière son bureau quand Emma entra, tendant la main avec un sourire forcé. « Madame Wilson, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » demanda-t-elle, désignant une chaise devant son bureau. Emma s'assit, se sentant soudain comme si c'était elle qui était en difficulté. « Je suis préoccupée par Tyler » commença-t-elle, décrivant son énurésie, ses cauchemars et sa résistance farouche au bus scolaire. Et il est arrivé en retard en classe. J'ai reçu un appel de Madame Peterson hier, ajouta Emma. Sa voix sonnait plus ferme qu'elle ne l'était. Les mots sortaient avec une urgence croissante alors qu'elle relatait les signes de détresse que Tyler montrait. L'expression de la directrice passa d'un intérêt courtois à une légère inquiétude. Oui, je suis au courant des problèmes de ponctualité de Tyler, confirma-t-elle, ouvrant son dossier sur son ordinateur. Les retards sont devenus assez courants, au moins une fois par semaine depuis un mois. Quand Emma suggéra que le bus scolaire était peut-être en retard, la directrice Martinez secoua fermement la tête.
Ce n'est pas possible, Madame Wilson. Tous nos bus ont des systèmes de suivi GPS qui surveillent leur emplacement exact et leur heure d'arrivée. Je vous assure que le bus 17 est arrivé à l'heure prévue chaque jour. Elle fit pivoter l'écran de son ordinateur pour montrer à Emma un registre des heures d'arrivée documenté avec précision. La preuve numérique la fixa, sapant sa théorie avec des données froides et percutantes qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Emma sentit ses joues rougir de honte. Sans pouvoir accuser le bus, le retard de Tyler devenait plus difficile à expliquer. Non, je ne comprends pas, balbutia-t-elle, se remettant soudain en question. Peut-être que David avait raison, peut-être que ce n'était que le trac du CP, comme il l'a suggéré. Tyler adorait l'école, dit-elle faiblement, tandis que sa conviction antérieure flanchait face au regard autoritaire du directeur. La confiance qui l'avait poussé à aller à l'école commença à se fissurer, remplacée par une insécurité croissante. Elle se tortillait sur son siège, se sentant soudain comme une mère anxieuse qui fait des histoires pour rien. L'expression du directeur Martinez s'adoucit un peu. Madame Wilson, les difficultés d'adaptation sont courantes à cet âge. La transition vers un environnement académique plus structuré peut être un défi pour certains enfants. Ces mots reflétaient si fidèlement les critiques de David qu'Emma les crut presque. La directrice continua. Nous pouvons organiser une évaluation avec notre conseiller scolaire si vous le souhaitez, mais d'après mon expérience, ces comportements ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes à mesure que l'enfant s'adapte. Son ton était aimable, mais avec une nuance d'autorité professionnelle qui fit qu'Emma se sentit naïve d'avoir suggéré que quelque chose n'allait pas avec le bus ou les procédures scolaires. Emma hocha la tête sans expression, remerciant la directrice pour son temps. Alors qu'elle marchait dans le couloir vers la sortie, elle se sentait découragée, ses instincts maternels en conflit avec les explications logiques qu'on lui avait données. L'école semblait normale, les rires des enfants résonnant dans les salles de classe et des œuvres d'art colorées ornant les murs. Elle commença à douter d'elle-même. Était-elle trop protectrice, faisait-elle une montagne d'une taupinière, comme David l'avait suggéré? Les sons d'une école primaire en activité l'entouraient, la voix d'une maîtresse dirigeant une classe de lecture, le cliquetis des chaises dans une salle de classe, le crissement du chariot du concierge sur le sol poli. Rien ne semblait anormal. Alors qu'Emma ouvrait la porte principale sous le soleil éclatant de midi, un mouvement sur le parking attira son attention. Les enfants sortaient de l'école vers la cour pour la récréation et les enseignants surveillaient leur rangée. À travers la clôture métallique, quelque chose la fit s'arrêter. Un homme corpulent en chemise bleue tenait la main d'un petit garçon, l'emmenant non pas vers la cour, mais loin de l'école. Le polo rouge vif de l'enfant et ses cheveux blonds roux étaient reconnaissables entre mille, même à distance. Elle ne les vit que fugacement avant qu'ils ne disparaissent au coin de la rue, mais son cœur reconnut ce que son esprit pouvait à peine traiter. Tyler, son fils, et l'homme, avec ce dos large et cette démarche distinctive, ressemblaient indéniablement à Buford. Emma resta paralysée à mi-chemin, le souffle coupé, tandis que la reconnaissance maternelle annulait toute pensée rationnelle. Son fils, qui aurait dû être en classe, quittait l'école avec Buford, le chauffeur de bus, qui n'avait aucune raison d'être à l'école à midi. Elle passa à l'action, courant à travers la pelouse de l'école vers le coin où ils avaient disparu. Son cœur battait violemment contre ses côtes, chaque battement étant accompagné d'une supplication silencieuse. S'il vous plaît, que je me trompe. S'il vous plaît, que ce soit quelqu'un d'autre. Le gravier crissait sous ses pieds alors qu'elle courait, et son sac heurtait sa hanche à chaque pas désespéré. En tournant le coin, essoufflée par l'effort et la peur, Emma vit un bus scolaire jaune qui s'éloignait d'une entrée latérale qu'elle n'avait pas vue auparavant. Les feux de stop clignotèrent brièvement tandis que le véhicule accélérait, tournant vers la voie de service qui longeait l'arrière de l'école. Sans hésiter, Emma courut vers sa voiture, cherchant maladroitement les clés tandis qu'elle s'installait au volant. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y prendre à 2 fois pour insérer la clé dans le contact. Le moteur rugit et elle sortit du parking avec un crissement de pneus, provoquant des regards étonnés de la part des professeurs qui surveillaient la cour à proximité. Emma gardait les yeux rivés sur le bus jaune qui tournait vers la voie de service, les jointures blanches en serrant le volant. Tout son instinct maternel lui criait que son fils était en danger et que la seule chose qui importait était d'arriver à temps. La voie de service était étroite et en mauvais état, avec des nids de poules et des sections de gravier qui faisaient rebondir et cahoter la voiture d'Emma tandis qu'elle le suivait à ce qu'elle espérait être une distance de sécurité. La poussière s'élevait des roues du bus, créant une traînée floue qui rendait parfois la vision difficile.
le chemin serpentait à travers une clairière clairsemée d'arbres et les branches frôlaient occasionnellement les côtés de sa voiture tandis qu'elle traversait le passage étroit. Après ce qui sembla une éternité, mais fut probablement moins de 2 minutes, le chemin s'ouvrit sur une petite clairière où un camping-car blanc à rayures grises était garé. Le véhicule semblait usé, mais bien entretenu, partiellement caché de la route principale par les arbres environnants. Le bus s'approcha du camping-car et s'arrêta, moteur toujours en marche. Emma gara rapidement sa voiture derrière un groupe d'arbres à environ 50 mètres de distance. Elle coupa le moteur et resta assise dans un silence horrifié tandis qu'elle observait la scène à travers le pare-brise. La porte du bus s'ouvrit avec un sifflement hydraulique qu'elle put presque entendre malgré la distance. Buford descendit du bus. Sa silhouette corpulente était reconnaissable entre toutes, même de si loin. Derrière lui, l'air petit et vulnérable, venait Tyler. Emma halta en voyant Buford conduire son fils par la main vers la porte du camping-car. La posture de Tyler était rigide, ses pas hésitants, tandis que la grande main de Buford enveloppait la sienne. Emma sentit tout son corps se glacer alors qu'ils montaient les marches métalliques du camping-car. La porte se referma derrière eux avec une fermeté qui lui glaça les veines. L'esprit d'Emma fut envahi de terribles possibilités tandis qu'elle observait le camping-car blanc qui contenait maintenant son fils et un homme en qui elle avait eu confiance, simplement parce qu'il avait été une figure importante de la communauté. Pourquoi le chauffeur de bus emmènerait-il Tyler dans cet endroit isolé pendant les heures de classe? Que pouvait-il bien se passer derrière cette porte fermée? Ses mains tremblaient en sortant son téléphone de son sac et en composant le 911, le jetant presque dans la précipitation. Chaque sonnerie semblait une éternité avant qu'une voix calme et professionnelle ne réponde. Service d'urgence. Quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide. S'exclama Emma au téléphone, la voix entrecoupée par la peur et l'urgence. Je crois que mon fils, il a été enlevé. Le chauffeur de bus scolaire l'a emmené de l'école. Je l'ai suivi. Maintenant, ils sont dans une sorte de camping-car. S'il vous plaît, dépêchez-vous. La voix de l'opératrice resta ferme, une force stabilisatrice au milieu de la panique d'Emma. Madame, j'ai besoin que vous respiriez profondément et que vous me donniez votre nom et votre emplacement. Emma se força à respirer. Je m'appelle Emma Wilson. Je suis sur une voie de service derrière l'école primaire de Westfield. Il y a un bus scolaire jaune garé à côté d'un camping-car blanc avec des rayures grises. Mon fils Tyler est à l'intérieur avec le chauffeur de bus et il ne devrait pas. Quel âge a votre fils, Madame Wilson? 6 ans. Il n'a que 6 ans, répondit Emma d'une voix entrecoupée. Le chauffeur de bus s'appelle Buford. Je l'ai vu faire descendre Tyler du bus et le faire entrer dans le camping-car. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. L'opératrice continua de poser des questions, essayant de guider Emma à travers ses réponses fragmentées, extrayant des détails cruciaux de son récit paniqué. Des agents sont en route vers votre emplacement en ce moment même, Madame Wilson. Êtes-vous en sécurité? Peuvent-ils vous voir depuis le camping-car ou le bus? Je suis garé derrière des arbres. Je ne pense pas qu'ils puissent me voir, dit Emma, sans quitter la porte du camping-car des yeux. S'il vous plaît, dites-leur de se dépêcher. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Les officiers sont en route, mais j'ai besoin que vous restiez en ligne avec moi. Et surtout, j'ai besoin que vous restiez dans votre véhicule. N'approchez ni du camping-car ni du bus. Comprenez-vous? Cela pourrait être une situation dangereuse et nous avons besoin que vous restiez en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours. Emma murmura son accord, bien que son instinct maternel lui dise de courir au camping-car pour récupérer son fils. L'opératrice continua de parler doucement, posant des questions sur Tyler, sur ce qu'Emma avait observé, et sur tout autre détail qu'elle pouvait fournir. Chaque seconde semblait une éternité tandis qu'Emma observait le camping-car silencieux, imaginant ce qui pouvait se passer à l'intérieur. Puis elle l'entendit, la voix de Tyler, effrayée et aiguë, qui filtrait faiblement à travers les fines parois du camping-car. Le son lui donna un frisson à Emma. Elle ne put distinguer les mots, mais le ton était indéniable. Peur. J'entends mon fils, dit Emma, interrompant l'opératrice au milieu de sa phrase. Il semble effrayé. Je l'entends à travers les murs. Madame Wilson. Les officiers ne sont qu'à quelques minutes. S'il vous plaît, restez dans votre.
Mais Emma avait déjà laissé le téléphone sur le siège passager. L'instinct maternel l'emporta sur toute prudence et toute raison. Elle ouvrit brusquement la portière de la voiture et courut vers le camping-car. Ses pas crissaient sur le gravier du chemin de service. Son cœur battait violemment dans sa poitrine et le sang lui battait dans les oreilles alors qu'elle s'approchait du véhicule où se trouvait son fils. Sans hésiter, Emma frappa la porte du camping-car avec son poing, faisant trembler tout le véhicule sous la force de sa fureur et de sa peur. « Buford, ouvrez cette porte tout de suite !» exigea-t-elle d'une voix plus forte et plus ferme qu'elle ne l'était. Il y eut un moment de silence absolu. Puis on entendit des bruits de choses à l'intérieur du camping-car, des tiroirs qui se fermaient, des chuchotements qu'elle ne put comprendre. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un Buford effrayé, dont la silhouette corpulente occupait l'ouverture étroite. Sa chemise était déboutonnée d'un côté et son visage était rougi, par ce qui aurait pu être la surprise ou quelque chose de tout à fait différent. « Madame Wilson » s'exclama-t-il, haussant les sourcils d'un air apparemment étonné. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il tenta de lui bloquer la vue avec son corps, se déplaçant pour se planter plus fermement dans l'embrasure de la porte. « Où est mon fils ?» demanda Emma, essayant de voir au-delà de la silhouette corpulente de Buford. « Madame Wilson, il y a eu un malentendu », commença Buford d'un ton apaisant qui ne fit qu'attiser la fureur d'Emma. Elle le poussa avec une force qu'elle ignorait posséder. L'adrénaline de la protection maternelle lui donna la force nécessaire pour écarter cet homme beaucoup plus corpulent. Elle haleta en voyant Tyler assis sur un petit banc encastré dans la paroi du camping-car. Les larmes coulaient sur son visage. Son polo rouge vif était froissé et déboutonné. Son expression en la voyant fut un mélange de soulagement et de honte qui brisa le cœur d'Emma. « Tyler, viens ici tout de suite !» cria-t-elle, tendant les bras vers son fils. Tyler sauta du banc et courut vers elle, l'enlaçant et sanglotant sur sa chemise. L'odeur de son shampoing, celui qu'il avait lui-même acheté au supermarché la semaine dernière, se mêlait à quelque chose de douceâtre dans le camping-car. Les yeux d'Emma parcoururent le petit espace, saisissant les détails avec une intense sensation de peur. Il y avait des emballages de bonbons éparpillés sur une petite table. Un appareil photo numérique était sur une étagère au-dessus de ce qui semblait être un lit étroit. Les rideaux étaient tirés sur les fenêtres du camping-car, bloquant la lumière extérieure. Buford leva les mains en signe de défense, s'interposant entre Emma et la porte pour les empêcher de sortir. « Ce n'est pas ce que ça semble être », insista-t-il d'une voix ferme, mais le regard nerveux, allant d'Emma au chemin de service. Tyler ne se sentait pas bien, je l'aidais simplement. J'allais le ramener à l'école dès qu'il se sentirait mieux. « Écartez-vous de la porte !» ordonna Emma, protégeant Tyler d'un bras et de l'autre saisissant son téléphone, ce qu'il réalisa trop tard qu'il était resté dans la voiture. « Madame Wilson, vous exagérez, » dit Buford, sa voix devenant de plus en plus sèche. « C'est un simple malentendu. Je conduis des enfants depuis 20 ans. Les parents me font confiance. » Emma se préparait à se frayer un chemin de force devant Buford, quand elle entendit des voix qui s'approchaient dehors. Des voix fermes et autoritaires qui donnaient des ordres. Elle sentit un grand soulagement en comprenant la signification des voix. L'opératrice du 911 avait agi rapidement. 2 policiers apparurent à la lisière des arbres, armes au poing, tandis qu'ils s'avançaient avec prudence vers le camping-car. « Police, éloignez-vous de la porte !» ordonna un officier, s'approchant de plus en plus. Le visage de Buford pâlit en les voyant, levant lentement les mains au-dessus de sa tête tandis qu'il s'éloignait d'Emma et Tyler. D'autres sirènes hurlaient au loin, annonçant l'arrivée d'autres unités. Emma serra Tyler dans ses bras, se plaçant entre lui et Buford, tandis que les agents arrivaient à l'escalier du camping-car. Un agent gardait son arme pointée sur Buford tandis que l'autre s'approchait d'Emma. « Madame, vous et l'enfant, vous allez bien ?» demanda l'agent, les examinant rapidement du regard à la recherche de blessures visibles. Emma hocha la tête, incapable d'articuler un mot à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge. Tyler serra son visage plus fort contre son côté, son petit corps tremblant encore de sanglots silencieux. « Sortez-les tous les deux d'ici », ordonna le premier officier à son coéquipier, sans quitter Buford des yeux. « Mettez-les en sécurité pendant que nous sécurisons les lieux. » Tandis que le deuxième officier éloignait prudemment Emma et Tyler du camping-car, Emma sentit ses genoux fléchir sous le coup du soulagement et du choc tardif. Ils avaient trouvé Tyler à temps, mais qu'avait-il exactement interrompu? Et depuis combien de temps cela durait-il?
Tout cela est un malentendu. Protesta Buford à voix haute tandis qu'un agent s'approchait de lui, menottes prêtes. J'aidais le garçon, il ne se sentait pas bien à l'école. Demandez-lui vous-même. Malgré ses protestations, son visage avait acquis une pâleur maladive, avec des gouttes de sueur se formant sur son front, tandis que l'officier lui guidait fermement les mains derrière le dos. Emma se tenait sur le chemin de gravier, serrant Tyler si fort qu'elle pouvait sentir son rythme cardiaque accélérer contre son côté. Elle se plaça comme une barrière physique entre son fils et Buford, observant avec une sombre satisfaction comment l'agent lui passait les menottes d'un clic définitif. Plusieurs véhicules de police arrivèrent, leur lumière se reflétant sur la surface blanche du camping-car avec des éclairs bleus et rouges. Des agents apparurent, certains établissant un périmètre autour de la zone, d'autres s'approchant du camping-car d'un pas décidé. Emma reconnut l'insigne de détective d'une agente qui s'approchait, une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et foncés, et aux yeux qui ne manquaient rien. L'agente s'agenouilla à la hauteur de Tyler d'un mouvement lent et discret. « Bonjour. » dit-elle d'une voix aimable, mais sans condescendance. « Je m'appelle l'agente Lay. Comment t'appelles-tu » Tyler se serra plus fort contre Emma, le visage à moitié caché par le tissu de sa chemise. Tyler, murmura le mot à peine audible. L'agente Lay, gardant une distance respectueuse. Tyler, quel joli nom. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi étais-tu dans ce camping-car avec M? Buford? Tyler regarda ses chaussures. Son petit corps tremblait visiblement contre Emma. Le silence dura plusieurs secondes, rompu seulement par le crépitement des radios de police et le chant lointain des oiseaux dans les arbres. Emma retint son souffle, ne sachant pas si Tyler parlerait. Quand il le fit enfin, sa voix était si basse qu'Emma et l'agente Lay durent se pencher pour l'entendre. « Il voulait prendre des photos de moi sans ma chemise », murmura Tyler. Les mots sortirent précipitamment, comme s'il les avait retenus trop longtemps. « Il le fait chaque fois qu'il me prend à l'école. Il a dit que les bonbons étaient spéciaux et que je devais le payer en gardant des secrets. » Emma sentit ses genoux flancher tandis que Tyler continuait, la voix brisée par l'émotion. « Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il penserait que j'étais un mauvais garçon et personne ne m'aimerait plus. C'est pour ça que je ne pouvais pas te le dire, maman. Je ne voulais pas que tu cesses de m'aimer. » L'expression de l'agente Lay resta professionnellement neutre, mais Emma capta un éclair de colère contenu dans ses yeux en échangeant un regard complice avec ses collègues. La voix de l'agente ne trahit pas cette émotion lorsqu'elle parla à nouveau à Tyler, gardant un ton rassurant. « Tyler, tu n'as rien fait de mal, absolument rien. Et ta maman t'aime toujours très fort. Je le sais à la façon dont elle te serre dans ses bras en ce moment. » De l'autre côté de la clairière, les protestations de Buford s'intensifièrent tandis qu'un autre officier lui lisait ses droits. « Quelle absurdité !» cria-t-il, se débattant pour se libérer de ses liens. « Je conduis pour ce district depuis 20 ans. Tout le monde me connaît. Vous ne pouvez pas sérieusement croire que je ferais du mal à un enfant. » Son visage était passé du pâle au rouge marbré, et il cracha en criant. Emma écarta Tyler de sa vue, le protégeant des protestations de plus en plus désespérées de Buford. Le chauffeur de bus continuait de crier tandis que les agents le conduisaient vers une voiture de patrouille. Sa voix portait dans toute la clairière. Je l'aidais. Il ne se sentait pas bien. C'est une erreur. L'agente Lay se leva, saluant de la tête un collègue qui s'approcha avec un sourire aimable. Madame Wilson. L'agent Bond va vous emmener, vous et Tyler, dans une autre voiture de patrouille. Nous devons vous sortir d'ici. Tandis que l'officier Bond les guidait vers une voiture de patrouille qui les attendait, Emma regarda vers le camping-car. D'autres officiers mettaient des gants en latex, se préparant à entrer. La manière méthodique et experte dont ils se déplaçaient indiqua à Emma que ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient face à une telle scène. En réalisant cela, elle sentit la nausée monter. À travers la porte ouverte du camping-car, Emma aperçut un agent sortir avec quelque chose dans sa main gantée. Il parla à voix basse à un collègue avec une expression sombre, tout en tenant ce qui semblait être un appareil photo numérique. Un autre agent sortit ce qui semblait être un sac à dos d'école, pas celui de Tyler, qui était probablement resté à l'école. Le sac à dos était plus petit, avec un personnage de dessin animé qu'Emma ne reconnut pas. Son esprit tournait avec les implications. « Madame Wilson, s'il vous plaît », dit l'agent Bond avec douceur, détournant son attention de la scène.
Nous allons vous emmener, vous et Tyler, dans un endroit calme. Emma hocha la tête, étourdie, aidant Tyler à monter sur le siège arrière de la voiture de police. Son corps tremblait encore, mais avec moins de force maintenant. Il semblait épuisé. La décharge d'adrénaline l'avait laissé pâle et épuisé. L'agente les s'approcha de la vitre de la voiture avec une expression sérieuse mais aimable. « Nous avons besoin que vous veniez tous les deux au commissariat pour prendre des déclarations officielles, expliqua-t-elle. Il est important que nous documentions tout tant que les détails sont frais, surtout pour Tyler. Emma hocha la tête, essayant d'assimiler tout ce qui se passait autour d'elle. Bien sûr. Tout ce dont vous avez besoin. Lorsque l'agente se tourna pour parler à un collègue, Tyler regarda Emma avec les yeux rougis. On peut rentrer à la maison maintenant? Demanda-t-il d'une voix faible et fatiguée. Je veux rentrer à la maison. Emma lui écarta les cheveux du front, le cœur brisé par cette simple demande qu'elle ne pouvait pas encore exaucer. Bientôt, mon chéri. Nous devons d'abord aider la police, puis nous rentrerons à la maison. Je te le promets. La voiture de patrouille démarra, les pneus crissant sur le gravier en prenant la voie de service. Par la vitre arrière, Emma vit arriver d'autres agents et des techniciens d'analyse installant l'équipement près du camping-car. Le bus scolaire, ce véhicule jaune familier qui aurait dû représenter la sécurité, semblait maintenant menaçant, entouré de voitures de police, ses lumières clignotant silencieusement dans le chaos croissant. Emma serra Tyler dans ses bras tandis qu'il s'éloignait, l'esprit rempli de questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir répondre. Depuis combien de temps cela se passait-il? Combien d'autres enfants Buford avait-il ciblés? Et comment elle, comme tous, avait-elle pu ignorer les signes pendant si longtemps? Le trajet jusqu'au commissariat sembla interminable. Chaque virage et chaque feu de signalisation prolongeait le temps d'une manière qui faisait que les minutes semblaient des heures. Emma entoura Tyler de son bras, le protégeant, murmurant des mots rassurants de temps en temps. Elle le sentait tendu à ses côtés. Le policier qui les conduisait, l'agent Bogne, garda un silence respectueux, les regardant dans le rétroviseur avec des yeux compréhensifs. Au commissariat, on les conduisit dans une petite salle d'interrogatoire aux murs beige et au mobilier institutionnel qui tentait d'être confortable, mais n'atteignait que la fonctionnalité. Il y avait une boîte de mouchoirs sur la table à côté d'une carafe d'eau et de verre en plastique. Tyler refusa de se séparer d'Emma et monta sur ses genoux dès qu'elle s'assit sur l'une des chaises rembourrées. Une assistante sociale, Madame Jenkins, se joignit à eux. Son attitude aimable et sa voix douce étaient clairement entraînées pour les situations avec des enfants traumatisés. Elle expliqua à Tyler qu'il devrait lui poser quelques questions, mais qu'il pouvait prendre des pauses quand il en aurait besoin et que sa mère serait avec lui tout le temps. En attendant le détective, Emma appela David, la voix entrecoupée en lui expliquant ce qui s'était passé. Son incrédulité initiale devint évidente dans son silence stupéfait. « Comment ça, Buford l'a emmené dans un camping-car » demanda David, élevant la voix à chaque mot. « Cela n'a aucun sens. Buford conduit des bus depuis toujours. Tout le monde le connaît. » David, je l'ai vu de mes propres yeux, répondit Emma d'une voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. Je l'ai suivi. Tyler était dans ce camping-car avec lui. La police a arrêté Buford et rassemble des preuves en ce moment même. Il y eut une longue pause avant que David ne parle à nouveau, la voix plus basse. Emma, je ne t'ai pas cru ce matin. J'ai rejeté tout ce qui te préoccupait. Je sais, dit Emma simplement, trop épuisée émotionnellement pour se fâcher ou accuser. J'arrive, dit David, la culpabilité visible dans sa voix. Je serai là dès que possible. Après avoir terminé l'appel, Emma s'assit tranquillement avec Tyler, lui caressant les cheveux, tandis que l'assistante sociale lui préparait des matériels de dessin. Les épaules de Tyler se relâchèrent progressivement sous le toucher d'Emma, bien que son regard restât méfiant chaque fois que la porte s'ouvrait. La directrice Martinez arriva au commissariat, visiblement choquée, son apparence habituellement impeccable, marquée par des rides d'inquiétude et un rouge à lèvres appliqué à la hâte. Le détective Morris, qui se présenta comme l'enquêteur principal, la conduisit dans la salle où Emma attendait. « C'est impossible !» dit la directrice Martinez au détective, secouant la tête avec incrédulité. « Tous nos bus sont équipés de suivi GPS. Nous aurions su si le bus n'avait pas été sur sa ligne désignée. Le système nous alerte si un bus s'arrête dans un endroit inattendu pendant plus de 3 minutes. » Le détective Morris secoua gravement la tête,
consultant les notes sur sa tablette. Buford a manipulé le GPS de son bus, expliqua-t-il. Notre équipe technique a effectué une inspection préliminaire. Il avait installé un simple interrupteur électronique qui lui permettait de désactiver temporairement le signal GPS. Pendant que le GPS restait en place, le visage du directeur Martinez pâlit tandis que Maurice continuait. Le système continuerait d'afficher le bus à sa dernière position, le faisant paraître arrêté à une école ou un arrêt désigné. Puis il le reconnectait avant de reprendre sa route habituelle. La voix du détective était directe, mais ses yeux reflétaient son dégoût face à la nature calculée de la tromperie. Nous ne l'aurions jamais découvert sans une inspection physique de l'unité, ajouta-t-il. Il a été installé par un professionnel, caché derrière le tableau de bord. Ce n'était pas un travail d'amateur. La directrice Martinez regarda Emma, les épaules affaissées par la défaite et baissa rapidement le regard, incapable de soutenir le regard de la mère, dont elle avait si facilement rejeté les préoccupations. « Combien de temps » demanda Emma au détective Maurice, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Depuis combien de temps fait-il ça » Le détective Maurice échangea un regard avec l'assistante sociale avant de répondre avec prudence. « Nous sommes encore au premier stade de l'enquête, Madame Wilson, mais d'après ce que nous avons découvert jusqu'à présent, cela se passe depuis un certain temps, peut-être des années. » Le détective fit pivoter l'écran de sa tablette vers Emma et le directeur, montrant les registres de présence scolaire de Tyler et de plusieurs autres enfants. « Votre fils n'était pas seulement enlevé pendant les pauses déjeuner, expliqua-t-il délicatement. Parfois, Buford laissait Tyler et d'autres enfants dans le bus pendant les dépauses du matin, conduisait jusqu'au camping-car, puis les déposait en retard à l'école. Emma sentit ses mains trembler en traitant cette information. Toutes ces matinées où Tyler suppliait de ne pas aller à l'école, tous ces retards, elle avait complètement manqué ce qui se passait. Et les autres enfants ? Demanda la directrice Martinez, sa contenance professionnelle brisée. De combien parlons-nous ? Nous sommes toujours en train d'établir la liste, répondit Maurice. Nous comparons l'itinéraire du bus avec les registres de retard et les rapports de comportement des enseignants. Nous considérons actuellement entre 8 et 10 enfants, mais ce chiffre pourrait changer à mesure que nous enquêtons davantage. Alors qu'Emma traitait l'information, la porte de la station s'ouvrit brusquement et Melissa Sanchez entra en courant avec son fils Oscar agrippé à sa main. Melissa était pâle de panique. Ses cheveux, normalement bien coiffés, s'échappaient de sa queue de cheval. Elle resta paralysée en voyant Emma de l'autre côté de la pièce. La reconnaissance et l'horreur se reflétèrent simultanément dans ses yeux. « J'ai entendu ce qui s'est passé », dit-elle d'une voix tremblante en s'approchant. « Un parent de la ligne de bus m'a appelé, et je me suis souvenu de notre conversation de ce matin. » Elle attira Oscar vers elle, le regard baissé et les épaules voûtées dans une posture qu'Emma reconnaissait maintenant parfaitement. Après avoir reçu l'appel, je me suis assise avec Oscar et je lui ai posé quelques questions avec insistance. Il a éclaté en sanglots et m'a raconté ce que Buford avait fait. Oscar, un petit garçon aux cheveux noirs et bouclés et au regard solennel, s'accrocha à sa mère, acquiesçant en silence pour confirmer ses mots. L'expression du détective Maurice se durcit d'une sombre détermination tandis qu'il organisa rapidement une autre salle d'interrogatoire et un travailleur social, conscient que chaque nouvelle victime renforcerait leur dossier contre Buford. À mesure que la nuit avançait, le commissariat se remplissait de plus en plus de parents inquiets de la même ligne de bus. Chaque famille arrivait avec la même expression de stupéfaction, les mêmes questions, et de plus en plus les mêmes horribles confirmations de la part de leurs enfants. Emma observait à travers la fenêtre de la salle d'interrogatoire comment les familles arrivaient, ressentant un mélange de soulagement en voyant que Tyler n'était pas la seule victime et une profonde tristesse pour la même raison. Le détective revint vers Emma avec une expression sombre, mais satisfaite. Avec les preuves que nous avons recueillies et les multiples victimes qui se sont déjà manifestées, Buford risque des décennies de prison, expliqua-t-il à voix basse. Les cas comme celui-ci entraînent des peines sévères, surtout avec la préméditation que nous avons découverte. Il regarda Tyler, qui était assis tranquillement sur une chaise proche avec une couverture sur les épaules, puis regarda à nouveau Emma. « Vous l'avez fait » lui dit-il à voix basse, un respect évident dans son ton. Votre instinct de suivre ce bus a probablement sauvé plus que votre fils aujourd'hui. Emma hocha la tête, trop épuisée émotionnellement pour ressentir de la satisfaction pour l'éloge. Elle avait sauvé Tyler aujourd'hui, mais où étaient passés ses instincts les autres jours, quand il souffrait en silence ? Le détective Maurice termina d'informer Emma.
Son visage buriné reflétait autant l'épuisement que la détermination après des heures de coordination de l'enquête en rapide expansion. Il referma son carnet d'un doux claquement et le rangea dans la poche de sa veste. Madame Wilson, grâce à vos actions d'aujourd'hui, nous avons déjà identifié 4 autres enfants affectés par le comportement de prédateurs de Buford. Il y en aura probablement d'autres, dit-il, baissant la voix pour assurer la confidentialité de la conversation malgré le brouhaha du poste. Emma hocha la tête en silence. Son regard se porta vers la salle d'entrevue où Tyler était assis avec une psychologue pour enfants. À travers la fenêtre, elle le vit penché sur un livre de coloriage, serrant un crayon avec une telle intensité que ses jointures étaient blanches. Son visage était si concentré qu'il semblait déplacé sur un enfant de 6 ans, trop sérieux, trop accablé. Nous obtenons des mandats de perquisition pour la maison de Buford, continua le détective d'une voix encore plus basse. D'après ce que nous avons trouvé dans le camping-car, nous soupçonnons que cela se passe depuis, il fit une pause, pesant clairement ses mots. Longtemps. L'insinuation flottait lourdement dans l'air entre eux. Emma déglutit difficilement, réprimant une nouvelle vague de nausées en pensant au nombre d'enfants qui auraient pu être victimes pendant les 20 ans que Buford avait passé comme chauffeur de bus. Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha d'eux. Sa coupe de cheveux courte et pratique encadrait un visage marqué par l'expérience plus que par l'âge. Elle portait un blazer bleu marine sur un chemisier simple, avec un cordon et son badge d'identification pendu à son cou. Son regard était aimable mais scrutateur en tendant la main à Emma. « Madame Wilson, je suis la docteure Renée Carter des services de protection de l'enfance. Je serai la gestionnaire principale du cas de Tyler et des autres enfants impliqués. » Sa poignée de main était ferme et professionnelle, mais non dénuée de chaleur. Emma lui rendit la poignée de main automatiquement, soudainement accablée en réalisant que ce n'était que le début d'un long processus. L'adrénaline qui l'avait accompagnée toute la journée commençait à s'estomper, laissant derrière elle une fatigue profonde et des questions auxquelles elle n'était pas sûre de vouloir répondre. « Et ensuite » demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau, ayant besoin de savoir, « Mon fils ira-t-il un jour mieux ?» Le tremblement dans sa voix trahissait la peur qu'elle avait réprimée pendant des heures. La docteure Carter parcourut la station bondée du regard, puis conduisit Emma avec soin vers un coin plus privé de la salle d'attente, loin du mouvement constant des officiers et des parents angoissés. Elles s'assirent sur des chaises en plastique moulées vissées au sol, un îlot de calme relatif au milieu du chaos. « Les enfants sont extraordinairement résilients, Madame Wilson, dit la docteure Carter, son ton professionnel et chaleureux à la fois, un équilibre atteint après des années à accompagner des familles dans leurs moments les plus difficiles. Tyler aura besoin de thérapie, des séances individuelles ainsi que, éventuellement, un travail de groupe avec d'autres enfants quand le moment sera venu. Il y aura de bons jours et des jours difficiles. » Emma observa à travers le cristal comment Tyler montrait son dessin à la psychologue, pointant quelque chose sur le papier avec une grande attention. De loin, elle ne pouvait pas voir ce qu'il avait dessiné, mais le doux hochement de tête de la psychologue sembla encourageant. « Le plus important en ce moment, » continua la docteure Carter, suivant le regard d'Emma. « C'est que vous l'avez trouvé. Vous l'avez cru alors qu'il n'avait même pas les mots pour vous dire ce qui se passait. Beaucoup d'enfants dans ces situations ne sont jamais découverts. » Emma se tourna vers la docteure Carter, les larmes sur le point de déborder. « Mais je ne savais pas ce qui se passait, » admit-elle, tandis que la culpabilité qu'elle avait retenue trouvait enfin son chemin. « Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune idée que c'était ça. » La docteure Carter se pencha légèrement en avant avec un regard direct et sincère. « Vous savez, beaucoup d'enfants dans ces situations ne sont jamais découverts. Les prédateurs comptent sur le silence des enfants par la manipulation et la peur. Ils comptent sur le fait que les parents ignorent les changements de comportement et que les écoles ignorent les schémas. Mais vous n'avez pas ignoré les changements chez Tyler. Vous avez suivi votre instinct même si on vous disait que vous exagériez. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, la porte de la station s'ouvrit et David arriva, le visage cendreux et les yeux rougis. Il balaya la pièce frénétiquement jusqu'à ce qu'il voie Emma et courut à ses côtés. « Où est-il ? Où est Tyler ? » demanda-t-il d'une voix rauque d'émotion. Emma désigna la salle d'entrevue, et David se détendit visiblement, soulagé de voir son fils en sécurité et apparemment calme. Il passa une main dans ses cheveux inhabituellement ébouriffés. « Monsieur Wilson » interrompit la docteure Carter avec douceur, se levant pour se présenter. « Je suis la docteure Carter des services de protection de l'enfance.
Votre fils est actuellement avec l'un de nos psychologues pour enfants. Il termine une évaluation préliminaire pour nous aider à comprendre ce dont Tyler aura besoin à partir de maintenant. David lui serra la main distraitement, le regard fixé sur la salle d'interrogatoire. Puis-je le voir? Pouvons-nous le ramener à la maison ce soir? Oui, aux 2 questions, l'assura la docteure Carter. Le psychologue l'amènera bientôt, et le détective Morris m'a déjà dit que vous pouviez le ramener à la maison une fois la paperasse terminée. Nous fixerons des rendez-vous de suivi à partir de demain. L'heure suivante se déroula entre des formalités administratives et des interrogatoires doux. Le détective Morris revenait périodiquement avec des mises à jour sur l'enquête en rapide expansion à mesure que de plus en plus d'agents étaient affectés au cas. La docteure Carter expliqua les services de soutien disponibles pour Tyler et sa famille, y compris les options de thérapie et les programmes de défense des victimes. Emma se sentait physiquement et émotionnellement épuisée alors qu'elle signait formulaire après formulaire d'une écriture de plus en plus tremblante. Tyler resta avec David, ne lâchant presque pas la main de son père tandis qu'il répondait à quelques dernières questions soigneusement formulées par un autre agent. Lorsque le détective Morris confirma finalement qu'il pouvait ramener Tyler à la maison, Emma ressentit un immense soulagement. « Nous devrons reparler à Tyler demain », expliqua-t-il, lui tendant sa carte à Emma. « Mais pour l'instant, ramenez-le à la maison et essayez de maintenir une routine aussi normale que possible. Un environnement familier et des activités régulières l'aideront à se sentir à nouveau en sécurité. » Emma hocha la tête avec gratitude, rangeant la carte dans son sac avec les cartes de visite de la docteure Carter et de l'avocate des victimes. David prit dans ses bras un Tyler épuisé, dont la tête reposait lourdement sur l'épaule de son père. Emma rangea ses affaires avec des mouvements mécaniques tandis que la fatigue s'emparait de ses muscles. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Les réverbères projetaient des lumières et des ombres rythmiques sur leurs visages. Emma se tournait sur son siège de temps en temps pour voir comment allait Tyler, qui s'était endormi presque immédiatement après que David l'ait attaché dans son siège rehausseur. Son visage semblait serein pendant son sommeil. Les rides d'inquiétude, qu'il avait vieilli au-delà de son âge, s'étaient temporairement estompées. En entrant dans l'allée, Emma se souvint des bonbons qui étaient encore sur le comptoir de la cuisine ce matin-là, un petit emballage d'apparence innocente, qui avait été le premier signe tangible de quelque chose de sinistre. Il lui semblait qu'une vie entière s'était écoulée depuis qu'elle l'avait posé là, avec des doutes, mais une incertitude. Elle se promit en silence de toujours faire confiance à son instinct lorsqu'il s'agirait de son fils, de ne plus jamais ignorer les signes subtils que quelque chose n'allait pas. Derrière eux, d'autres voitures de patrouille se dirigeaient vers l'école, leur lumière clignotant silencieusement dans l'obscurité grandissante, tandis que la véritable ampleur de ce que Buford avait fait se révélait. Sur le siège arrière, Tyler se déplaça légèrement et ouvrit les yeux un instant. « Maman » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « On est arrivé ?»« Oui, mon chéri » répondit Emma doucement, tendant la main en arrière pour lui toucher le genou. « On est à la maison et tu es en sécurité maintenant. » Tandis que David portait son fils endormi dans la maison, Emma s'arrêta sur le porche, regardant la rue tranquille où le bus s'était arrêté ce matin-là. Le quartier semblait exactement le même, calme, normal, sûr, mais tout avait changé. Le chemin qui les attendait ne serait pas facile, mais ils l'affronteraient ensemble, pas à pas, et elle ne ferait plus jamais taire la voix intérieure qui reconnaissait quand quelque chose n'allait pas avec son fils, peu importe qui lui dirait qu'elle exagérait. Non.